Bonjour, capsule 18 qui va être le début en fait de nos deux cours, nos cours 9 et 10 si je me souviens bien, qui vont traiter spécifiquement des aspects protection du consommateur, évidemment dans un contexte numérique. Alors je vous ai transmis un PowerPoint depuis déjà quelques jours qui est assez long, plus d'une centaine d'acétates. Alors on ne va pas tout voir aujourd'hui dans le cadre de cette capsule-là. On en verra une partie peut-être en classe, mais je voulais quand même dresser un petit peu la table. Et puis si vous permettez, j'aimerais, dans une approche très québécoise, vous revenir avec un adage bien connu au Québec, le fameux « je me souviens » que l'on trouve sur les plaques automobiles. Et alors, vous vous souvenez tous que derrière cette expression, il y a « je me souviens que né sous le lys, je crois sous la rose », mais j'aimerais, si vous permettez, au regard de cette double appartenance aux deux systèmes juridiques qui constituent le droit civil puis la common law, j'aimerais en fait reprendre cette phrase-là et dire souvenons-nous que né sous le papier, en fait nous croissons, nous nous développons désormais sur le support électronique. Et pourquoi je prends cette comparaison, je dirais, avec cette phrase, cet adage très célèbre, c'est qu'évidemment, la protection du consommateur en 1978, appliquée en 80, était foncièrement associée au support papier. Et foncièrement, alors non seulement le support était papier, mais je dirais les moyens pour protéger le consommateur, très souvent, étaient eux-mêmes associés au papier. Donc, en guise de protection, on utilisait par exemple des contrats écrits avec éventuellement des doubles ou des triples pour protéger le consommateur. Donc, le papier était considéré d'une part comme le médium d'utilisation, mais c'était aussi l'outil de protection qui était généralement utilisé pour s'assurer que les consommateurs soient protégés. Donc on est face évidemment à un changement d'envergure, un changement qui est majeur et qui implique donc que tant que l'objet analyse que les solutions pour protéger ces faits sont remis en cause. Alors, si vous permettez, on va regarder la situation législative et en fait ce que l'on constate, c'est que depuis 1978, ce texte, date à laquelle on a la version définitive de cette loi, qui était très innovante, je dirais, dans le contexte de 1980, il n'y a quasiment eu aucun changement jusqu'en 2006. Et donc il y a eu une première série de changements en 2006 qui sont d'abord, surtout et avant tout associés au numérique, et il y a eu un deuxième changement de modification en 2009, là encore en partie associé au numérique. Depuis, il y a eu quelques changements en 2017 de manière plus générique, notamment sur les questions de crédit, donc moins associés au numérique, mais les deux grands changements qui sont venus donc moderniser la LPC au regard du numérique, c'est 2006 et 2009. Et en analysant ces deux changements importants, je me suis rendu compte en fait qu'il y a en gros, pour faire simple, deux grandes manières de protéger le consommateur. Et ces deux manières-là, on peut en fait les présenter au regard de deux illustres personnes de la civilisation grecque qui ont réfléchi sur ce qu'on appellerait maintenant les phénomènes de normativité. Et on peut imaginer en fait qu'il y avait une différence assez notable dans la manière dont le droit pouvait être utilisé par Aristote et par Platon. Et tous les deux avaient deux visions foncièrement différentes. Dans le cas d'Aristote, le droit était souvent considéré en fait comme des principes substantiels, comme des grands principes de type charte qui s'appliquaient aux administrés. Donc il y avait un aspect un peu des normes qui viennent d'en haut et qui s'imposent aux personnes qu'elle est supposée réguler. Donc le droit comme principe substantiel, je dirais. Alors que du côté de Platon, le droit, c'était davantage ce qu'ils appelleraient un processus. Un processus dans le sens où on considérait que le droit, c'était
dire le droit. Et pour dire le droit, ben, il fallait en fait suivre un certain nombre d'étapes, un certain nombre de formations. Et c'est seulement à l'issue de ces étapes, de ces processus, de cette formation, que les personnes étaient en mesure de dire le droit. Alors concrètement, il s'agissait, excusez-moi mesdames, uniquement de garçons que l'on soutirait très tôt de leur cadre familial, qu'on les mettait dans des écoles spécifiques et au bout d'une formation, souvent d'ailleurs un peu paramilitaire, ils étaient capables de dire la nature et les fondements et la portée du droit. Donc, au regard de ces deux approches-là, et revenons évidemment à la consommation dans un domaine numérique, j'aimerais vous présenter deux manières de faire. Donc la première est de considérer, et puis c'est beaucoup d'ailleurs les changements qui ont été faits en 2006, que la protection du consommateur devait être assurée par la mise en place de nouveaux processus numériques. C'est ce point-là que je voudrais voir en premier lieu. Et dans un deuxième, d'ailleurs, que l'on verra peut-être en classe, j'aimerais traiter davantage de nouveaux principes substantiels qui ont été rajoutés tant dans les changements de 2006 que dans les changements de 2009. Alors revenons sur les aspects processuels, et j'aimerais en premier lieu vous faire un état du droit, un état des règles qui sont intervenues tant en 2006 qu'en 2009, donc pour protéger le consommateur dans un contexte numérique. Dans un deuxième temps, nous verrons plus l'état des faits et la manière dont ces règles ont été interprétées par les tribunaux notamment, et surtout utilisées dans la pratique et intégrées dans la pratique. Alors voyons tout d'abord l'aspect juridique en tant que tel, donc législatif en tant que tel, et je dirais que moi personnellement cette phrase-là est une phrase sur laquelle j'ai en fait bâti ma thèse de doctorat à la fin des années 90, où j'établissais en fait qu'un contrat numérique par rapport à un contrat papier doit pallier à la disparition du papier par la mise en place, dans le cadre d'une substitution, d'un processus protecteur pour s'assurer, en fait, pour combler la perte du support papier. La perte du support papier, qui en bien des cas est un gage de protection. Et je m'étais au départ basé sur cette citation, alors qui n'est pas énormément expliquée dans le livre d'Ethan Katz, en 1995, à la page 169 de son livre, où il établit en fait que, effectivement, un contrat électronique implique une succession d'étapes. Alors, succession d'étapes qui ont toujours existé dans le cadre, par exemple, d'un support papier, par exemple, d'un support par lettre. Quand on envoie une lettre et que l'on ensuite envoie son acceptation, donc sur le processus minimalement de 2 étapes que l'on a vu en matière contractuelle. Mais là, il y a encore, je dirais, une complexification, il y a une succession d'étapes. Il y a un processus contractuel qui doit être mis en place dans le domaine numérique et qui doit être gage, donc, qui doit être le moyen, en fait, d'assurer une protection suite à la perte du papier. Donc, ce processus, on va le trouver en premier lieu dans le cadre d'un document harmonisé, d'un modèle, un gabarit, si on doit traduire le terme de template, qui avait été négocié à l'époque par des représentants des organismes de contrôle en matière de consommation des 10 provinces, mais également du bureau de la consommation au fédéral. Donc, un certain nombre de fonctionnaires, mais aussi des représentants de l'industrie, s'étaient dans les années 2000-2001 réunis pour dire, écoutez, il faudrait qu'on soit en mesure de mettre en place différentes étapes pour s'assurer que les manières de faire en matière de consommation numérique soient gage d'une certaine protection vis-à-vis des consommateurs. Et il y avait eu une sorte encore une fois, de template, de gabarit qui avait été mis en place, gabarit sur lequel c'est globalement basé les articles 54.1 et surtout 54.4 et suivants de la loi sur la protection du consommateur. Donc, les principaux changements que l'on voit apparaître en 2006 sont l'intégration dans la loi sur la protection
de consommateur d'une série de 7 étapes successives qui correspondent tout à fait à, encore une fois, à la déclaration de Titan 4 sur lequel un contrat numérique est un processus. Et si vous voulez, ces 7 étapes-là, on va les étudier, on va les présenter une à une. La première étape, commençons par le commencement, la première étape, c'est évidemment, on l'a vu dans le cours sur les contrats, évidemment, pour qu'il y ait protection du consommateur, il faut qu'il y ait une information suffisante. Et là, vous avez toute une liste d'informations qui nécessairement, dans un contrat de consommation, doit être mis à la disposition du public, j'allais dire, mais mis à disposition du consommateur. Donc, évidemment, avant la conclusion du contrat à distance, il faut que le consommateur soit en mesure de lire toute une série d'informations qui sont de manière assez précise, peut-être d'ailleurs trop précise, identifiée à l'article 54.4. Je dis peut-être trop précise parce qu'une des solutions qui aurait pu être envisagée, puis que l'on trouve à l'occasion d'ailleurs dans certaines juridictions, c'est qu'on établit que tous les éléments essentiels du contrat doivent être listés. Ici, on n'a pas cette approche-là, et davantage, on identifie, et encore une fois, pas simplement dans le détail, tous les éléments qui ont l'obligation d'être mis à disposition avant la conclusion du contrat auprès du consommateur. Donc toute une liste que je ne citerai pas, mais il y en a qui sont forcément assez évidentes, comme le nom, comme l'adresse, comme le numéro de téléphone, mais également on a description détaillée de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat. Donc description détaillée, forcément on peut aller très loin. Modalité de livraison, modalité de droit de retour si jamais s'il existe, la date, les délais, en tout cas les sommes évidemment associées aux biens ou aux services, donc toute une série d'informations qui doivent être mises à disposition. Alors, on a déjà vu dans le cours sur les contrats que souvent la consommation et je dirais la protection de l'adhérent, plus généralement d'ailleurs que le consommateur, peut être compromise du fait des contrats qui sont excessivement longs, mais à certains égards, avec cette liste de, je pense, 14 mentions différentes minimalement que doit avoir le contrat, forcément on aura du mal à avoir un contrat qui soit un peu circoncis, un peu court. Donc, première obligation, il faut évidemment une information adéquate. Mais plus que ça, in fine, toujours dans cet article 54.4, il y a, première condition, que ces informations soient présentées de manière évidente, intelligible et expressément portées à la connaissance du consommateur. Alors, on peut se demander ce que ça implique, ça, cet adverbe, expressément, dans la mesure où, encore une fois, si on n'a pas cet article-là, on se retrouve avec les principes généraux, comme 1399 du Code civil du Québec, qui prévoit que le contrat doit être libre et éclairé. Libre et éclairé qui, forcément, implique une connaissance des conditions essentielles du contrat. Donc là, cet adverbe expressément, ces qualificatifs d'intelligible est évident, implique un renforcement de cette obligation d'information, même si on verra, on ne dispose pas actuellement, je dirais, de jurisprudence très éclairante sur ce que ça donne en plus, sur quelles sont les différences en termes d'information par rapport aux droits qui existaient jusqu'alors. Malgré tout, cette disposition existe, peu de jurisprudence pour illustrer, mais elle existe et cette mise à connaissance express rappelle un petit peu l'article 1435 du Code civil pour les clauses externes, uniquement pour les clauses externes, mais on comprend bien l'idée de mise à la connaissance. Suivant toujours ce mythe, si vous me permettez, ce mythe de la protection par l'information, et j'ai pris cet exemple-là parce que je ne l'avais pas encore cité en cadre des cours, mais c'est dans le cadre d'une lecture reliée au cours, j'étais tombé sur un juge qui avouait un peu candidement qu'il ne lisait pas les petites clauses que l'on trouve très souvent dans les contrats que l'on conclut pourtant. Donc, l'information est considérée comme étant un gage de protection
je ne vais pas rentrer en détail parce qu'on a déjà vu, même si on a déjà vu que les questions de lisibilité sur écran sont forcément différentes de celles que l'on peut avoir sur papier. Et là encore, au regard d'illustrations que je ne pense pas avoir déjà citées, mais on voit, alors toujours en utilisant les travaux de Jack Nielsen, un grand spécialiste, comme je vous l'ai déjà dit, en matière de communication web, il explique en fait que la lecture sur un écran dépend de l'emplacement où les yeux tombent. Et généralement, plus on est en haut à gauche, plus la lecture peut être aiguisée, mais dès qu'on descend, le bleu correspond davantage à une lecture qui est plus aléatoire, moins précise. Donc si vous êtes un marchand et que vous voulez, je dirais, dissimuler quelques informations, vous savez où le mettre. Et idéalement, quand vous faites, quand j'étais obligé de faire du défilement pour arriver aux causes en question, les chances que le consommateur puisse les lire sont encore plus faibles. Ça, c'était la première étape, donc, sur l'information. La deuxième des 7 étapes que j'aimerais voir avec vous, c'est en ce qui a trait à l'obligation de rendre possible l'impression et la conservation du contrat de consommation. Donc un consommateur qui conclut un contrat, quel que soit le bien ou le service, en ligne en tout cas, doit disposer d'un moyen pour pouvoir imprimer ou conserver le contrat. Lorsqu'il s'agit d'une offre écrite, il doit présenter ses renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier. Donc, c'est une solution que j'appellerais hybride, dans le sens où le contrat numérique, en l'occurrence, donne lieu en termes de solution à une solution papier, donc capacité de pouvoir imprimer facilement le contrat en question. Alors dans le cas de Dell que j'ai déjà cité, c'était intéressant parce que quand on imprimait, je ne sais plus si c'est encore le cas, mais quand on imprimait le contrat, effectivement on pouvait l'imprimer, mais le contrat apparaissait sur une bande de quelques centimètres, 2-3 centimètres de large, donc forcément le contrat était très long dans la mesure où le formatage du contrat en question, dès lors qu'il était imprimé, était source à une application au support papier qui était assez aléatoire. Mais bon, cette solution, que j'appelle hybride donc, est un moyen malgré tout possiblement protecteur pour le consommateur, qui peut ainsi avoir gardé trace du contrat qui le lie au commerçant. Je voulais signaler, je ne vais pas citer l'article du Code de consommation qui s'y rapporte, mais que cette solution adoptée au Québec est différente de celle qui prévaut en France, où c'est au commerçant de conserver en fait le contrat lui-même. Donc si jamais un consommateur 2 ans plus tard, décide de dire « Ah, mais attendez, j'ai passé tel contrat avec tel auteur, avec tel commerçant, j'ai perdu le contrat, je veux… » Il peut demander au commerçant de lui retrouver un exemplaire en fait, du contrat qu'il a passé avec lui, dans la mesure où le commerçant a l'obligation, a la charge d'être en mesure de lui rendre disponible le contrat qu'il a passé quelques mois ou quelques années plus tôt. Donc c'est une solution qui est un peu plus impliquante, me semble-t-il, pour le marchand, peut-être un peu plus impliquante et un peu plus protectrice aussi pour le consommateur, mais c'est en tous les cas une solution qui ne prévaut pas au Québec. Troisième étape, et la troisième étape peut paraître d'une relative évidence, mais c'est quand vient, donc une fois que l'information est faite, une fois que l'information est suffisamment intelligible et expressément laissée à la connaissance du consommateur, il faut s'assurer en fait que le consommateur puisse véritablement faire un choix entre une solution A et une solution B. Donc il faut être en mesure de s'assurer d'une option au regard du consommateur. Ça peut paraître assez évident, mais je l'ai déjà vu de mes yeux vus, c'était passablement courant à la fin des années 90, et je l'ai revu plus récemment, ce qui était assez étonnant d'ailleurs dans le cadre
d'un site où on pouvait acheter, alors c'était pas un site de consommation en tant que tel, mais on pouvait acheter des normes ISO notamment, mais c'est qu'il n'y avait pas de capacité d'option, c'était simplement, il y avait une icône pour accepter et accepter. Il n'y a pas une possibilité, je dirais, de dire, ben non, je ne vais pas donner suite au contrat. Il fallait simplement appuyer pour changer de page ou fermer la page tout simplement. Mais je dirais l'option qui est généralement associée à un contrat était encore moins présente, dans la mesure où il n'y avait qu'un choix qui était rendu disponible auprès des consommateurs. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sûr d'ailleurs que c'est forcément un gage énorme de protection du consommateur, mais on veut s'assurer qu'il y ait ces doubles icônes qui soient disponibles avec d'un côté j'accepte et de l'autre je refuse. Donc, troisième étape, on a à l'article 54.5 l'obligation pour un commerçant de présenter cette option. Quatrième étape sur les 7 que prévoient les articles 54.4 et suivants, c'est que le contrat doit être constaté par écrit. Donc il doit y avoir une sorte d'accusé-réception, où dans cet accusé-réception, il y a minimalement le nom et l'adresse du consommateur, la date du contrat et les renseignements que l'on a préalablement listés à l'article 54.4. Donc il y a une sorte de troisième étape qui, si vous permettez, peut se présenter en fait de la manière suivante. Donc, la première étape, puis je le revois un petit peu plus loin dans la partie 2, mais la première étape, elle est présente notamment à l'article 54.1. L'article 54.1 qui prévoit notamment, et on le reverra, en fait, qu'un site web, alors, résolument, la LPC a choisi d'avoir une approche neutre sur le plan technologique et ne parle jamais de site web et de contrat électronique, comme c'est le cas d'ailleurs dans beaucoup de provinces canadiennes, où on a disposition dans les LPC spécifiques sur les contrats numériques ou sur le contrat électronique. Dans le cas du Québec, on a fait une présentation où on traite des contrats à distance at large. Donc ça vaut également pour les contrats par téléphone, par les contrats par fax, à la limite, si c'était le cas, par signaux de fumée, là, mais je dis n'importe quoi, mais ça s'applique à tout, éventuellement les contrats télévisuels. Ça s'applique de la manière suivante. Donc on considère que dès lors que les éléments essentiels de contrat sont mis à disposition du consommateur, on est face à une situation de ce qu'on appelle une offre permanente. Et donc, deuxième étape, le consommateur peut accepter l'offre qui lui a été proposée. Pourquoi 54 points est important, mais je le reverrai un peu plus tard aussi, mais c'est que très souvent, et d'ailleurs c'était l'origine du problème de Dell, dans le cas de Dell, quand il y a eu une erreur sur le prix, Dell a revendiqué le fait que « Ah non, ce n'était pas une offre parce que je n'ai jamais confirmé la commande que vous m'avez faite. » Donc là, la LPC règle la situation et le fait que l'information soit disponible en ligne considère à l'état d'une offre permanente. Deuxième étape, l'acceptation, donc le consommateur opère, notamment par exemple en cliquant sur un icône, mais pas uniquement. Et donc cette troisième hypothèse que l'on trouve à 50.6, et j'y arrive maintenant, c'est une sorte d'accusé de réception, d'accusé de réflexion, donc qui n'est pas une démarche confirmative, comme je l'ai mis, dans la mesure où elle n'est pas nécessaire à la conclusion du contrat, mais simplement quand même pour s'assurer en fait que le contrat a été bien reçu par le consommateur et aussi éventuellement qui va permettre au consommateur d'identifier si jamais une erreur a été faite lors de la conclusion du contrat. Donc, quand je référais tout à l'heure à la notion d'offre permanente, ça réfère à cet article 54.1 que je vous invite à lire aussi, où on établit clairement qu'il y a offre dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé. Relativement à cet article-là, il faut quand même, en dépit du fait que sa lecture me semble, somme toute, assez simple et que sa portée aussi de protection apparaît assez évidente, c'est-à-dire que plus tôt le contrat est formé et plus on est en mesure de protéger le consommateur, mais malgré tout, il faut quand même que je vous dise qu'il y a minimalement 2 décisions
deux décisions, et là je vous en ai cité une, mais il y a une autre décision qui concernait une autre grande bannière, je pense que c'était Sears. D'ailleurs, c'est la même juge qui rédige pratiquement dans les mêmes mots la décision en question, et la juge dans celle-ci considère que le contrat n'est pas formé au moment de l'acceptation, mais davantage quand il y a une confirmation de la commande, ce qui m'apparaît avec égard un peu contradictoire avec le contenu, avec la lettre de l'article 54.1. Donc, revenons sur la progression, là en l'occurrence sur cette accusé-réception de 54.6. Autre étape d'ailleurs un peu similaire, et souvent d'ailleurs qui est un peu mêlée avec le 54.6, c'est qu'on établit que le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion, de façon à garantir que le consommateur puisse aisément le conserver et l'imprimer sur support papier. Donc très souvent, il y a une transmission du contrat qui est faite par le marchand. Donc, outre la conservation et l'impression qui peut être faite avant la formation du contrat, comme on l'a vu tout à l'heure à 54.3, ou 54.5, pardon, ou 54.4 in fine, excusez-moi, là, après la formation du contrat, on veut s'assurer que le commerçant va envoyer une copie du contrat au consommateur pour fin de conservation. Donc voici cette étape. Et une fois qu'on a vu, je dirais, ces 5 étapes successives décrites dans la LPC, 54.8 en fait établit 4 hypothèses. 4 hypothèses où si on contrevient à ces 4 étapes successives, donc l'information, les modalités d'acceptation, le fait d'accuser réception et le fait d'adresser une copie du contrat. Donc si on contrevient à l'une de ces obligations prévues aux articles 54.4 à 8, on se rend compte en fait qu'on peut résoudre le contrat et donc faire comme si le contrat n'avait jamais lieu. Ce n'est pas une résignation, c'est une résolution. Et donc, on peut annuler le contrat. Donc, on est dans une situation assez différente de ce qui se passe en France, comme vous le savez peut-être, ou en Europe, en fait, de manière générale, où il y a ce qu'on appelle un droit de retour. Un droit de retour, c'est-à-dire sans aucune justification à donner, un consommateur, dès lors qu'il contracte à distance, et ça depuis, je pense, la fin des années 80, un consommateur peut résoudre le contrat sans avoir, encore une fois, aucune justification donnée, simplement parce que le contrat, le bien qu'il a reçu ne lui convient pas, ou parce qu'il s'est rendu compte, par le fait même qu'il n'a pas les moyens de le payer, ou peu importe la raison. Il y a un droit de retour, il y a un droit de renvoyer le document en question. Alors ce droit de retour, on pourra en parler en classe, c'est une solution qui est peut-être plus protectrice, mais dans d'autres cas, non. Non, parce que très souvent, vu qu'il faut payer les frais de retour, si le bien est d'une somme assez modique, ça ne vaut pas la peine de le ramener parce que les coûts de transport vont être plus importants que le bien en question. Et puis, dans le droit de retour, vous avez dans certains domaines des exceptions qui existent. Et donc, oui, sans doute que le droit de retour est peut-être plus protecteur dans certains cas, mais ce n'est pas l'option qui a été choisie au Canada. Et je dis au Canada parce que cette solution en fait, de limiter les hypothèses de résolution du contrat sont de manière assez unanimement harmonisées et globalement, encore une fois, se sont globalement basés sur ce gabarit qui avait été établi en 2001, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt. Davantage, plus qu'un droit de retour. La solution qui a été proposée au Québec comme dans plusieurs provinces canadiennes, c'est davantage un droit de rétrofacturation. Le droit de rétrofacturation, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans une des 4 hypothèses que l'on a identifiées à 54.8, 4 hypothèses où,
on établit une capacité pour le consommateur de résoudre le contrat. Ben, dans ces cas-ci, ce que l'on veut, c'est plutôt que de contacter le marchand, simplement contacter sa banque et contacter son émetteur de carte de crédit, alors à condition de payer avec une carte de crédit, ça c'est autre chose, mais, et de demander à cet émetteur de carte de crédit, remettez-moi l'argent que j'ai dépensé pour acheter ce bien ou ce service. À charge pour la banque, alors il y a un délai quand même qui est quand même assez court, dans les 60 jours suivant le défaut, où dans ces cas-ci, donc on demande à la banque, si on respecte le délai de 60 jours, et l'émetteur de carte de crédit a l'obligation de faire une opération comptable et de dire, bah, écoutez, le 100 $ que vous avez dépensé pour ce produit, pour ce bien en question, bah, il vous est facturé à charge pour le commerçant, si jamais il considère que cette rétrofacturation est abusive, à charge pour le commerçant de faire la preuve que cette rétrofacturation ne rentre pas dans les conditions prévues par la LPC. Donc, c'est une solution en fait qui, pour être tout à fait honnête, se faisait déjà informellement quand un consommateur contactait sa banque en disant « Écoutez, j'ai acheté tel bien, le bien qui m'est envoyé n'est pas conforme du tout à ce que j'avais commandé, donc je demande d'être remboursé. » Et quand le consommateur paraissait crédible, ben, ça arrivait déjà que la banque accepte la requête de la part du consommateur. Là, on va la rendre obligatoire, même si, et j'y reviendrai, on a très peu de données sur cet outil, sur cette manière de faire, qui n'est absolument pas inintéressante, mais le problème c'est qu'on a très peu de données sur comment ça se passe dans la réalité et si cette rétrofacturation est si efficace que cela. D'ailleurs, si vous permettez, et puis j'aurais peut-être pu les citer, mais il y a eu des études d'ailleurs, notamment je pense des options consommateurs qui semblaient avoir quelques doutes sur l'efficacité d'une telle mesure, et qui semblait notamment avoir quelques doutes du fait de, je dirais, la réticence de la part des banques de donner des statistiques d'ailleurs sur ce procédé. Alors, une fois qu'on a présenté, le droit, j'aimerais rapidement présenter un petit peu les faits relativement à ce droit-là, et on peut donc aisément se questionner sur le fait, mais est-ce que tout ça, avec 14 ans de recul maintenant, est-ce que cela fonctionne véritablement? Est-ce que le consommateur numérique est-il véritablement protégé? Et avec égard, on peut peut-être en douter. Ce sont des dispositions qui sont intéressantes, mais on peut quand même douter des mesures de protection qui ont été introduites en 2006 avec ce processus contractuel-là. Et la première raison, j'en nommerai trois, la première raison, c'est que dans les faits, les pratiques contractuelles n'ont pas beaucoup changé. Quand on lit les contrats en 2020, écoutez, les contrats sont à peu près... puis je ne vais pas rentrer en détail parce que c'est des choses qu'on a déjà vues, mais ils sont toujours aussi longs. Ici, là, j'ai une illustration qui date, hein, mais qui montre quand même que un contrat Facebook, c'est 20% plus de mots que la Constitution américaine, ce qui quand même est un peu problématique. Là, on voit une évolution dans ce cadre de cet exemple de contrat Facebook, encore une fois, de ces contrats qui ne cessent d'augmenter, de contrats, et ça je l'ai encore vérifié aujourd'hui même dans le cadre de ce cours-là, les contrats eBay sont associés à une myriade de liens hypertextes qui constituent, comme on le voit ici, des conditions additionnelles auxquelles vous devez accepter comme consommateur. Donc c'est quand même assez problématique, il est toujours aussi difficile de trouver les contrats sur certains sites, etc. etc. Donc, premier élément qui me permet de douter de l'efficacité de ce terme-là, c'est que ça n'a pas eu véritablement d'incidence sur la qualité des pratiques contractuelles que l'on trouve sur le web. Ce qui est par exemple un peu différent en France, où, comme je vous l'ai dit, les clauses abusives, notamment,
ont eu pour effet de réduire de beaucoup certaines clauses. Et je crois qu'il est assez facilement quantifiable que les contrats de consommation en France, par exemple en Allemagne, sont pas mal plus courts que ceux que l'on peut trouver au Québec ou au Canada. Deuxième chose aussi qui nous permet un peu de douter de la qualité de de l'efficacité de ces mesures, c'est qu'on a toujours aussi peu de jurisprudence. Et si vous permettez, j'aimerais vous inviter à aller voir un site qui s'appelle lpc.québec, qui est un site remarquable de tous les sites que j'ai les plaisirs d'héberger, d'émettre en fait par le biais d'une initiative académique qui s'appelle OpenOom. On a 180 sites et le site lpc.québec est de très loin le site qui présente le plus de pages vues. Et notamment suite à une entente que nous avons eue avec Sokige, avec l'éditeur juridique Sokige, qui nous a donné en fait qui a mis à disposition sur ce site-là des résumés d'arrêts en matière de consommation, et ça depuis 1980. Résumés d'arrêts, il y en a il y a plus de 1000 maintenant, 1100 je crois, que Sokige a accepté que nous mettions à disposition au public gratuitement, en accès libre, sur ce site-là, donc en fonction d'une coquille qui permet de faire le lien entre les articles et certaines thématiques en matière de consommation. Donc allez voir, je ne sais pas si vous cherchez une jurisprudence en matière, par exemple, de responsabilité du commerçant, ben, vous allez avoir aux articles 37-38 toutes les jurisprudences très nombreuses qui sont associées à ces deux dispositions-là. Même chose avec l'article 54.1 et suivant, donc spécifiquement sur les contrats à distance. Vous verrez qu'il y a quelques jurisprudences qui sont associées à ces dispositions-là. Il y a quelques jurisprudences, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Alors, dans la vraie vie, il y en a un petit peu plus que ça, mais sur qui je ne prends que les décisions les plus, si vous permettez l'expression, plus intéressantes, plus jeteuses, avec plus de justification de la part des juges, et on se voit que pour 54 points, qui est souvent d'ailleurs cité uniquement parce que c'est le premier article de cette série d'articles sur les contrats à distance, ben on cite simplement c'est un contrat à distance, on regarde des articles 54.1 et suivants, mais il n'y a que très peu de décisions, à part peut-être celle que j'évoquais un peu plus tôt, l'arrêt Fauché, et puis l'arrêt Terrien aussi concernant Sears, qui sont deux décisions copier-coller quasiment. Ben, à part ces deux-là, un petit peu Masson que j'évoquerai un petit peu plus tard aussi, qu'il évoque rapidement, mais il y a très peu de décisions qui prennent le soin de préciser ces nouvelles dispositions relatives au contrat à distance. Relativement à la longue liste de dispositions, d'informations que le commerçant a l'obligation de mettre à disposition du consommateur, là encore, très peu de choses, et je pourrais quasiment dire qu'il n'y a pas vraiment de jurisprudence qui se sont profondément arrêtées sur c'est quoi l'intelligibilité, c'est quoi la mise en évidence, c'est quoi quelque chose de lisible. Donc, par exemple, les articles 54.4 in fine n'ont absolument pas été débattus dans aucune. Une des seules références, en fait, qui prend un petit peu de soin de traiter 54.4, et encore une fois, c'était dans le cadre, je parle d'un contrat de téléphonie cellulaire, où là, il y a quelques développements où on s'interroge sur c'est quoi mettre à disposition de manière expresse à la connaissance du consommateur. Et en l'occurrence, on considère que cette clause, on ne sait pas si elle a été mise à la connaissance expresse, mais on se dit, écoutez, ça fait 5 fois que le contrat est signé par le consommateur, donc ça fait plusieurs années, et il ne pouvait pas ignorer, je dirais, le contenu contractuel qui existait dans ce contrat-là. Il y avait des frais de résiliation et on peut pas, il serait inapproprié donc de croire que il n'était pas au courant de ces stipulations en question, du fait que le représentant ne l'avait pas informé de son existence. Donc, le paragraphe 45 est une des rares hypothèses où on traite un petit peu, dans un cadre d'ailleurs pas tout à fait numérique, des articles 54.4.
Regardez là, relativement à cet article spécifique 54.7, il y a une malheureuse citation, et encore une fois sans véritablement de traitement de fond, exactement la même chose avec tout le processus de rétrofacturation qui, au meilleur de la connaissance, n'a jamais donné lieu à une véritable analyse jurisprudentielle en 14 ans. Donc, les contrats ne changent pas parce que les pratiques n'ont pas changé, les contrats ne changent pas parce que la jurisprudence n'a pas vraiment tenté d'interpréter ces nouvelles dispositions. Les contrats ne changent pas non plus parce que, et je ne vais pas entrer en détail, parce que Dell, je dirais, comme je l'ai déjà dit dans le cours sur les contrats, n'a pas été à l'initiative d'une approche un peu innovante où on a, je dirais, eu tendance avec Dell à banaliser le statu quo en ayant de contrats qui font des kilomètres de long. Donc, que faire face à ça? Ben, mon rêve, ce serait pas, ça existe pour vrai, mais des applications qui permettent de vous rendre des contrats en vert. Donc, on prend à droite le contrat tel qu'il est rédigé et vous avez un logiciel qui vous traduit ça avec des vers. Donc, non, ça, c'est pas ce qu'on aimerait avoir, mais je pense, comme on l'a vu en matière de contrat, qu'il y a lieu peut-être à avoir des générateurs de contrats plus courts, plus lisibles. Donc on pourrait utiliser une approche un peu technologique pour avoir des contrats plus personnalisés, plus appropriés, plus spécifiques à un type de données et un type de consommateur. Donc tout ça, comme on l'a déjà dit, pour tenter de faire renaître la notion de volonté dans le contrat, dans la mesure où on sait que cette volonté est, dans bien des cas, très, très aléatoire et très, on peut douter de son existence. Donc je pense qu'il y a lieu, comme je l'avais écrit dans un article qui est disponible d'ailleurs sur mon site web, article qui était dans le cadre de collectif en l'honneur du professeur Popovici, je pense qu'il faut développer une sorte de marketing contractuel adapté au numérique qui permettrait de s'assurer d'un renouveau des questions de volonté quand cette volonté peut être donnée en utilisant, en faisant fi en fait des solutions actuelles qui sont parfaitement efficaces et au contraire en introduisant un peu d'innovation comme des contrats images, comme des contrats avec du son, comme des contrats avec des couleurs, des contrats beaucoup plus courts, comme on a déjà vu en matière de contrat. Je ne veux pas m'apesantir là-dessus et sortir, je dirais, des hypothèses de consentement très, très aléatoires que l'on trouve par exemple en matière de cookies, qui, à mon avis, n'offrent aucun gage de protection du consommateur. Des contrats aussi qui doivent s'adapter à la réalité technologique du moment, et notamment pour les supports mobiles, qui forcément s'apprêtent encore moins à la capacité de lisibilité du consommateur. Donc je pense qu'il y a lieu de remettre en cause, comme on l'a déjà fait, comme on l'a déjà vu, le consentement, qui, à mon avis, profite trop aux marchands. Et pour une dernière référence, si vous permettez, une une professeure américaine qui expliquait que rajouter, enfin s'assurer que les personnes cliquent sur un contrat a quasiment aucun effet, simplement une hausse de 0,36% de la part, enfin, du taux de lecture des consommateurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette première partie, et puis je vais m'arrêter là dans le cadre de cette capsule. Nous verrons peut-être la deuxième dans le cadre du cours de la semaine prochaine. Voilà, bonne journée.